Salut YouTube, aujourd'hui on visite l'exposition Dieux, hommes et héros de l'Antiquité, donc une exposition qui a eu lieu en virtuel, et sûrement en présentiel aussi, au musée de l'Ermitage. Voilà. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle. C'est terrible, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle, mais c'est pas grave, nous sommes concentrés. Hop. Donc j'ai remis l'Ermitage, parce que hier je me dis, mais je crois que j'ai avoir dit une bêtise hier. Donc le musée de l'Ermitage qui est à Saint-Pétersbourg, voilà. Donc j'étais assez étonnée, ça m'a fait plaisir de voir certaines infos vite fait, tu vois, du genre que l'Ermitage c'est l'un des 3 plus grands musées d'art au monde. C'est ouf. En gros c'est le Louvre russe quoi. C'est assez impressionnant. Bonjour YouTube, est-ce que tu connais PogScience? Voilà. Hop, et donc voici cette fameuse exposition. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça tournait pendant que je parlais, donc à force j'étais comme ça, intérieurement. Mais du coup, on va lui demander de se calmer. Voilà. Je maintiens le clic. Et du coup, alors attendez, par contre, je voudrais vraiment revenir au début. On peut pas retourner... Mais si, on est au début. Attends, et c'est quoi ce petit point là? C'est une image qui ne bouge pas. Très bien. On reste là, comme ça. Non, mais non! Bouge pas. Ça suffit. Bon, je reste appuyé. Non, alors ça par contre, ouais, ça c'est perturbant. On crie pas dans un musée même s'ils sont loin. Oh mince. Ah, tu dis ça pour Adriel, d'accord. Du coup, cette exposition donc au musée de l'Ermitage, donc évidemment, moi ce qui m'intéressait c'était de parler un petit peu d'art de l'Antiquité romaine, donc de ce que j'ai compris, le peu que j'ai vu. Ce sont des œuvres qui viennent du musée archéologique de Naples, où on a beaucoup d'œuvres de cette époque-là. Logique, archéologie, bref, t'as compris le truc. Et ce qui m'a plu, c'est le sujet, parce que la mythologie, c'est chouette. Voilà. Arrête de bouger. Je pensais qu'on était encore dehors, mais non. Du coup, voici le petit résumé donc qu'on va traduire ensemble. Voilà. Parce que je crois pas qu'il y ait version française de ce truc-là, à mon avis, c'est même pas la peine. Donc, une statue en marbre, des fresques et des statues en bronze qui étaient en fait ensevelies, enfin qui viennent des ruines du mont Vésuve, ont rendu possible la reconstruction de la vie quotidienne et qui nous permet de voir à quel point les divinités jouaient un rôle très important donc dans le quotidien. Les statues des dieux étaient vénérées dans le principal temple urbain. Donc on a le buste de Jupiter qui est une partie d'une statue plus imposante en acrolytique. Qu'est-ce qu'il veut dire par acrolytique? Attends, je regarde. Parce qu'acrolytique, c'est bizarre comme mot. Parce que c'est l'âge... Bon, lithique, c'est l'âge de pierre. Alors, c'est microlithique, c'est ça? Acrolytique. Voilà. Mais on peut l'avoir en français? Alors. Ah oui, d'accord. Rien à voir, d'accord. Donc ce sont les... D'accord, donc pour eux, donc voilà, sculpture composée de pierre et d'autres matériaux. Mais normalement, voilà, c'est que tu as plusieurs matières. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Seules les parties en marbre étaient exposées à la vue. Donc c'était... tout ce qui était... Alors imagine, t'avais un truc un peu dégueulasse en bois, t'avais une belle tête en marbre, et du coup on mettait des draps autour pour... Regardez la belle statue! Tout est en marbre! Ah ah! Bah retire le drap? Non. Certainement pas. Donc voilà, donc ça permettait notamment d'économiser de la matière, parce que, faut pas déconner, ça coûte cher tout ça. Ça coûte très cher, c'est beaucoup de travail aussi, et surtout si t'as pas l'ambition de le montrer, notamment quand tu représentes une déesse qui n'est pas Vénus, parce que la seule déesse que tu peux mettre toute nue, c'est Vénus. Il n'y en a pas d'autre. Enfin, à la rigueur, tu peux mettre un petit peu Artémis, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et de toutes les matières, c'est la voie qu'elle préfère. Mais tout à fait. Voilà. Et par exemple, de cette... Enfin, du coup, ça fait partie de ces familles-là. Donc, on a notamment, tu sais, les sculptures chryséléphantines, où on avait notamment... Attends, je te montre ça. Dans le Parthénon, on avait une très grande sculpture
d'Athéna Parthénos, enfin Athéna Parthénos, donc Athéna du Parthénon. Donc nous avons, enfin aujourd'hui nous n'avons plus que des reproductions très frustres pour, hein, parce que ça devait envoyer du pâté. En gros, crise éléphantine, ça vient de 2 mots grecs qui veulent dire ivoire et or. Donc théma à la statue, quoi. En gros, c'était une sculpture qui était à l'intérieur du temple. Hein. Donc là, ici, les petits bonhommes, c'est pour te dire à peu près l'échelle. Pour te dire qu'à taille humaine, t'as la taille de la statue. Voilà. Hein. Mais en gros, là, c'est pareil. Donc en gros, tu as des éléments. Alors, ces techniques-là, c'est un peu particulier, si tu veux. C'est que, en général, tu as une âme en bois et par-dessus, tu as des plaques en ivoire qui étaient mises dessus, accrochées entre elles, et par-dessus, tu peux avoir un revêtement en bronze ou en or, dans certains cas. Donc là, c'était de l'or. Et évidemment, ça a disparu. T'allais pas penser que c'est resté quand même. Hein, le Parthénon, t'as vu sa gueule au Parthénon? Bah voilà, donc on a plus tout ça. C'est une petite échelle. Non mais là, c'est une maquette. C'est pour te montrer, regarde, c'était comme ça dedans. Donc c'est une sculpture celle-ci est celle de Zeus à Olympie. On avait la même avec Zeus. Bah, elles ont disparu, ces 2 statues. Hein. Voilà. Elles ont disparu parce que de l'or. De l'or, c'est de l'argent, tu vois. Enfin, c'est des sous. Donc, on a fondu, quoi. C'est utile. C'est utile de l'argent. Pour faire simple. Donc, calme-toi là, le truc. Hein. Alors, donc nous en étions au buste de Jupiter, donc qui venait du Capitole de Pompéi, un temple qui était dédié donc au culte de Jupiter, Junon et Minerve. Donc Junon étant l'épouse officielle et malheureuse de Jupiter, Minerve étant la fille de Jupiter sortie d'un mal de crâne. Ça c'est la mythologie, hein, c'est comme ça. Hein. Un jour Jupiter avait mal au crâne et il demanda à Héphaïstos de lui péter la tête avec son marteau. Donc Héphaïstos... Ah pardon, faut que je garde les versions latines. Vulcain, donc, qui lui dit, mais en gros, fracasse-moi la tête à coups de marteau parce que j'ai mal au crâne. Donc voilà, tu sauras qu'un jour, visiblement, quelqu'un a demandé à quelqu'un qui avait trop mal au crâne, vas-y, fracasse-moi la tête avec un marteau parce que j'ai trop mal au crâne. Et Minerve est sortie de ce mal de crâne. Enfin, du crâne fracassé, voilà. Elle l'innerve, enfin, c'est ce qu'il disait toujours, bon Dieu, tu m'énerves, toi. Ah, mais la blague est valide, mais elle a souvent été faite, hein. Je te mets pas de malus, mais quand même. Ah. Mais c'est vrai que c'est une blague qu'on se disait très très souvent. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les dieux sont devenus les personnages de... alors, donc en gros, au niveau des murs des bâtiments, donc on avait des fresques en gros à l'intérieur et à l'extérieur, donc représentant les dieux, que ce soit les édifices publics ou les maisons. Donc l'exposition présente notamment des fragments de fresques, donc de peinture de murs. La majorité d'entre elles avaient pour but d'imiter des scènes de la mythologie, de l'histoire, de la littérature. Donc, par exemple, on a Jupiter sur son trône, enthroned. Donc Jupiter sur son trône, dans la maison des Dioscures. Le mariage de Jupiter et de Junon, dans la maison du poète dramatique, Thétis et Héphaïstos. Alors là, il met Héphaïstos. Attends, du coup, mais pourquoi il met pas Vulcain ? Pourquoi il met pas... Ah, parce que du coup, ce serait pas la même... Ah ! D'accord, alors je me demande si là on n'est pas sur... Mais si, attends. Parce que, en gros, ce qui est chiant avec la mythologie, c'est que tu as certains dieux qui vont avoir certains aspects spécifiques dans
l'une ou l'autre culture, et parfois ça va même être d'autres. Donc c'est vrai que, ouais, Vulcain c'est compliqué, ouais, c'est pas le... Enfin, tu as un... Bah si, voilà, c'est des équivalents par syncrétisme. Le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est un concept qui en gros, dans les cultures, notamment les cultures antiques, ce sont des symbioses entre certains dieux. Par exemple, tu as une version d'Isis Aphrodite. Voilà, et qui est vénérée comme étant un mélange Isis-Aphrodite. Sauf que c'est plus qu'un mélange, tu vois. C'est vraiment ce qu'on appelle un syncrétisme. C'est une fusion vraiment entre les deux religions. Et ça va loin, quoi. Et Vulcain, donc c'est vrai qu'il y avait un Vulcain. Et après, il a été mis par syncrétisme avec Héphaïstos. Donc c'est vrai que, bon, pour ça qu'ils ont mis Héphaïstos. Mais Vulcain, apparemment, il avait aussi il avait déjà son existence un peu parallèle. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Attends, c'est donc de là que vient le Kama Sutra illustré des scènes de la mythologie grecque. Non. Bah après, t'avais des scènes très très explicites dans ce qu'on appelle les lupanars. Donc en gros, les bordels de l'Antiquité romaine. Mais après, il y avait aussi des scènes d'amour. C'est juste que c'était un peu plus soft. C'était un peu plus. C'était pas forcément très explicite entre les dieux. Alors que, bon. Salut Plumiu! Merci pour ton raid, toi qui cultives plein de viewers. Venez et ouvrez-vous à la connaissance. Bienvenue. Nous sommes. Qu'est-ce que vous faisiez debout? Dites-moi tout. Merci Odium pour ton follow, c'est gentil. Merci Gaomiko pour ton follow, merci beaucoup. Donc je vous explique un petit peu. Et ça y est, le téléphone qui sonne. Bref, pardon, excusez-moi. Bienvenue en tout cas à vous tous. Donc merci beaucoup. Merci Gaomiko. Donc en gros, je vous explique un peu qui je suis. Donc je suis historienne de l'art. C'est-à-dire que mon boulot, c'est d'analyser certains artistes, certains phénomènes artistiques, des œuvres, et du coup de les replacer dans un contexte historique. Voilà, donc en gros, l'idée c'est de vous expliquer pourquoi... voilà, donc on était là-dessus, mais calme-toi le site. Donc c'est vous expliquer voilà, pourquoi certaines œuvres ont marqué notre histoire, et comment elles représentent notre histoire. J'ai dessiné des mains, Noël, mais c'était cool. J'adore comment tu résumes ça, plus milieu. C'est trop mignon. Elle fait de la Startup Nation. Non, mais j'en ai fait au début, mais là, pour de vrai, on commençait à faire des trucs culturels. Terrible. Bien le coucou, en tout cas, les gens. Merci d'être là. Et du coup, non, mais pour de vrai, je vous présente donc les... Merci Somewitch, merci beaucoup pour ton follow. Donc je vous présente donc des expositions virtuelles. En gros on les fait ensemble, on fait les expos virtuelles ensemble et on parle là, le choix de l'expo, c'était autour de la représentation des dieux, des hommes et des héros de l'Antiquité avec l'exemple de Pompéi. Donc là on est dans l'Antiquité romaine et on va parler d'art romain. Il y aura un chapitre sur les NFT. Mais tout le monde me demande ça. Mais pourquoi? Mais il faut vraiment que je travaille ça, parce que tout le monde, à chaque fois, on me demande est-ce que tu fais un truc sur les NFT? Bon, déjà, faut que je travaille mon sujet. Puis, écoutez, mais je vais le faire parce qu'il y a trop de demandes. Je entends du mal des NFT. Alors, je sais pas. Je sais pas si j'en dirais du mal. Je connais pas assez bien le sujet pour... voilà. Non mais ok. Ouais, bon écoutez, faut que je me lance quoi, parce que... merci. Skoko. Merci pour ton follow. Avec UTGI qui pourrait aider peut-être. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Moi aussi j'entends du mal des NFT. Oh là là, terrible. Écoutez, je vais en parler avec lui. Bonne idée, Germain, je vais en parler avec lui, voir effectivement... Ouais, pourquoi pas. Les NFT... Oh non, me demande pas. Traduire exactement. Oui, en gros, ce qui te permet, par rapport à des créations numériques, ce qui te permet d'avoir la traçabilité complète d'une création numérique.
Voilà, non-fungible token, tout à fait. Et du coup, dans le marché de l'art, c'est hyper... en ce moment, c'est hyper tendance de se dire que tu as des créations que tu peux tracer. Et c'est en ce moment la question de la traçabilité des choses, c'est très très important dans le secteur du luxe et dans le secteur du marché de l'art. Donc c'est une inquiétude très forte et ils ont besoin voilà, de tout contrôler à ce niveau-là. Non, vive comme un train. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est valide. La blague est valide. Non, mais oui, mais c'est un sujet intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Faudrait que je demande à Clara. Ah là là, mais oui. Ah, belle idée. Non, mais franchement, là, j'ai une belle idée de collab. Je vais demander à QT Geek et je vais demander à Clara Hers, qui a une chaîne Twitch. Donc, elle est pas tout le temps sur Twitch. Elle est hyper présente sur TikTok. Allez voir son TikTok, il est hyper drôle. Attendez, mais il y a trop de trucs là, il y a trop de trucs. Faudrait que je vous envoie ça parce qu'elle fait vraiment un boulot de dingue. Ah, parce que là, retrouver son TikTok, je suis pas sur mon PC habituel, donc bon, c'est pas la peine. Mais en tout cas, Clara, elle est hyper calée d'un point de vue art contemporain, art actuel. Et le NFT, les NFT, elle connaît. Enfin, on va faire un truc comme ça. Non, ne l'encourage pas. Après, il va continuer avec ses jeux de mots et son autocorrect claqué. Il va finir variablement par te parler de ses gosses inconscientes. Mais au pire, je le banne, t'inquiète. Ici, dans la Startup Nation, le niveau des RH, hop, on banne les gens, direct. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, après... Mais écoute, ça crée du contenu, hein. Tu étais plus sur Near File Transfer. Ah, peut-être, hein, J'ai pas compris cette notion de traçabilité, j'ai cru savoir qu'il s'agissait juste d'originaux numériques. Ouais, mais c'est ça l'importance, c'est le fait que ce soit traçable. Et du coup, qui dit traçabilité dit pédigré, quelque part. Mais bon, là, je commence à parler d'un autre sujet. Non, arrêtez, on arrête, c'est pas possible, ça suffit, calmez-vous. Ça, ils sont partis. Non. Il y a aussi un vœu pieux de rémunérer l'artiste lors de la revente, histoire que la spéculation ne se fasse pas au détriment de l'artiste. Mais il y a eu des hicks dans le marché de l'art. Lol. On en parlera. Non mais ok, je suis motivée, là, on va en parler. Mais retournons à l'Antiquité, les amis, là, parce que regarde, moi, mon pauvre Zeus, là, mon pauvre Jupiter, il en peut plus, il a abandonné. Hein? Je vous demande de vous arrêter. C'est ça, je te jure. Donc bon. Non mais en tout cas, c'est un sujet super intéressant. Je vais en parler avec Clara et avec QT Geek pour l'aspect très technique. Ça peut être très cool. Ça peut être hyper top, notamment pour la semaine de la science. Oh, bon, attendez. Il faut que je dorme les gens la nuit, hein. Merde. Sabine qui s'énerve. Me l'écoute pas. Essaye parce qu'il n'y a pas mieux qu'un race. Oh là, non, je lis pas là. Rien que là, il y a trop de mots chelous dans ta phrase, je te lis plus. Salut la faucheuse. Comment tu vas? Non, mais grave. Là, vous me motivez grave à le faire et en plus à faire du débat et tout. Ça va être cool. Je pense que ça va être super sympa. Coucou. Donc bon, nous en étions à ce pôle Jupiter représenté sur ces fresques. Et donc si ça bouge un petit peu, c'est parce qu'en fait si je lâche la souris, c'est qu'à un moment donné, ça va être gerbotron le truc. Hein. Voilà. Et on ne dort pas, tout pour la commu. Les clients en termes start-up, je te jure. Donc bon, allons un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a debout là? Voilà, par exemple ici. Alors cette fresque. Mais arrête, non, par contre ça c'est chiant, arrête de bouger là. Ça me saoule. Tu veux pas juste arrêter de bouger? Oui, ça c'est le plan, c'est très bien. Non, ça par contre voilà, le musée, si tu nous écoutes, arrête de faire bouger le truc. C'est chiant. Parce que quand tu lâches la souris, le clic, voilà. Et ici dans le royaume des morts, ça va bien. Bah tant mieux. En plus, on est un petit peu faucheuse, hein, on est là dans la mythologie, voilà. Jupiter plus sexy, ouais. Joker. Bref, ça va être un autre débat, mon Dieu, au secours.
Donc nous avons face à nous Dionysos et Ariane. Donc Dionysos et Ariane, un des rares couples de la mythologie gréco-romaine où c'est l'amour qui règne vraiment. Hein, voilà. Donc Ariane, pour vous resituer un petit peu. Ariane, c'est celle qui a aidé Thésée dans le labyrinthe pour échapper au Minotaure. Enfin déjà pour tuer le Minotaure et ensuite pour s'échapper du labyrinthe. Si vous vous souvenez un petit peu du mythe, Thésée devait tuer le Minotaure et ensuite sortir du labyrinthe. Sauf que Ariane, qui a rencontré Thésée, s'est dit ah bah tiens, quel gentil garçon, lui a dit bah écoute viens, je sais que t'en as marre de vivre chez toi, je t'emmène avec moi après. Elle est amoureuse, donc elle y croit à fond, elle l'aide, elle le sauve. Lui, en fait, en rentrant sur le chemin, il dit bon, c'est gentil, mais j'ai pas forcément envie de me trimballer Ariane. Elle est sympa, mais bon, voilà, bref. Et du coup, eh bien, il va l'abandonner sur une île. Trop sympa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que viens, je t'emmène au vent. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, complètement désespérée, la jeune femme donc pleure. Et bon, Dionysos voit cette femme remplie de chagrin. Et il la console, quoi. Il fait, vas-y, viens, je t'épouse. Voilà. Oui, bon, c'est un peu synthétisé, mais bon, voilà. Mais globalement, leur histoire, elle est assez... globalement, c'est une histoire qui a l'air assez positive en soi. Hein. Par rapport à Jupiter et Junon, tu vois. Bref. Du coup, cette fresque venait du triclinium. Donc le triclinium étant une sorte de... c'est une vaste salle où tu peux faire des repas de fête. Arrête de bouger le truc. Des repas de fête. Donc alors c'était dans la maison du bracelet d'or. Donc j'imagine parce qu'ils ont découvert un bracelet d'or. Voilà. Donc nommer les maisons, c'est parfois un peu simple. Pas du tout. Donc l'une des constructions qui se situait donc à l'extrémité ouest, du coup, de la colline sur laquelle donc Pompéi se tient. Donc ça raconte le mythe pendant quand en plus c'est ce que je viens de vous raconter, c'est bon. Donc là on est en train finalement de raconter le mythe où Thésée qui a abandonné sur l'île de Naxos sur l'ordre des dieux. Bref. Donc là on reparle du labyrinthe du Minotaure. Et donc la scène inclut Dionysos, les Silènes, donc qui étaient compagnons de Dionysos, qui étaient... il y en a qu'un, pardon, donc un Silène âgé qui tient donc une tierce et un tambourin, de la musique. Et donc les attributs caractéristiques des processions dionysiaques. Parce que Dionysos... Oh, moi ça bouge plus, ça fait bien. Donc Dionysos, souvent on dit par facilité, si tu veux, que c'est le dieu du vin. Le dieu du vin, pardon. Moi j'ai l'impression d'avoir dit dieu divin. C'est le dieu du vin. Voilà. C'est le truc qu'en général, standard, qu'on te raconte. Sauf que c'est quand même plus que ça. Hein, c'est pas que... C'est aussi le dieu du Beaujolais. Je déconne. C'est le dieu de tous les sucs vitaux. Fais ce que tu veux de cette information. Le dieu des tire-bouchons aussi. Voilà. Donc, en gros, c'est tous les sucs vitaux. Et là, je sais que vous êtes en mode suricate. Sucs vitaux, ça comprend évidemment le sang. Donc, le vin, notamment par rapport à la vigne, à l'insinuation de vie. Mais aussi le sperme. Voilà. Ça comprend tous les sucs vitaux. Tout. Voilà. Et par extension, c'est aussi un dieu qui est très proche du monde un petit peu, à la fois du monde funéraire, des mystères aussi, parce que c'est pas qu'une question de beuverie incroyable avec Dionysos. Ce sont des mystères qui sont faits, donc on n'a pas grand chose sur ces mystères, on appelle des mystères dionysiaques, aussi des rituels dionysiaques, qui notamment ont pour but en fait de ramener la vie dans le quotidien, dans le cycle des saisons, etc. Coucou Toutatix. Donc en gros, l'idée de ramener la vie, et ça passe par des rituels et des cérémonies qu'on appelle les mystères. Et comme son nom l'indique, on ne sait pas grand chose de ces mystères. Il y avait des processions,
Merci pour ton resub. 7 mois. Merci beaucoup, Toutatix. Incroyable. Mais oui, tellement de mois. Merci pour ton soutien, c'est adorable. Ça, c'est incroyable, merci beaucoup. Et du coup, Dionysos va vraiment incarner tout ça. Il va incarner tous les éléments vitaux qui sont nécessaires en fait à l'humanité. Voilà. Et tous ces concepts-là, parce qu'on dit oui, voilà, en gros, Aphrodite, c'est la déesse des relations sexuelles, machin. Franchement, faut vraiment aller plus loin dans le truc, quoi. Il faut se dire qu'en fait, ces relations-là sont nécessaires pour le développement de l'humanité. Bah, pareil, Dionysos, en fait, c'est un dieu qui est important pour la perpétuation de l'humanité aussi, quoi. Ces divinités-là sont très importantes pour ça, et quasiment toutes, en fait. Hein. Il y a vraiment cet aspect, oui, survie de l'humanité. Voilà. Et donc là, nous avons Dionysos qui fait son joli geste, avec derrière le Silène, qui le regarde en mode « mais ça va, t'es tranquille, là ?» Et donc Ariane, qui semble complètement éplorée, la pauvre. On voit derrière le bateau de Thésée qui se fait la malle. Hein, vous voyez au-dessus de la tête d'Ariane qui est tout à droite, on voit au-dessus le bateau de Thésée. Voilà. Et donc tout ça, c'est de la fresque. Ça là, tu vois, vraiment... Ah non, vous voyez pas ma souris du coup. Donc toute cette représentation-là, c'est ce qu'on appelle de la fresque. Donc c'est une technique très, 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 très appréciée durant l'Antiquité romaine. Parce que déjà... En fait, si tu veux, dans l'Antiquité romaine, dans les maisons notamment, il n'y a pas beaucoup d'œuvres d'art. Ils ne sont pas dans un délire de je possède des œuvres d'art. C'est plutôt le chez-moi a une ambiance tellement belle, tellement un univers qui est agréable qu'en fait, toute la baraque, c'est de l'art, quoi. Et en fait, tu vas voir sur les différents pans de murs, tu vas voir de la peinture. Tu vois, nous, aujourd'hui, on a tous les murs blancs avec des affiches, des trucs comme ça. Nos parents avaient du papier peint monstrueux chez nous. Et ben, les Romains de l'Antiquité avaient ce type de peinture. Donc après, évidemment, on va pas se monter un char. C'était quand même réservé à une élite sociale. Hein. C'était, enfin, les gens les moins fortunés n'avaient pas ça chez eux. Hein. Ça, c'est ouais. C'est bien la peine de laisser Ariane si c'est pour se faire la malle dans la foulée. Je te jure. Surtout que Thésée va se faire avoir. Comme un kékos. Il va tellement se presser pour abandonner Ariane, il était tellement pressé de rentrer chez lui, qu'il a fait une grosse erreur. Avant de partir, il avait promis à son père de changer la couleur de ses voiles s'il revenait triomphant. C'est-à-dire qu'il est parti avec des voiles noirs, et s'il gagnait contre le Minotaure, il devait changer les voiles pour mettre des voiles blanches. Cet idiot n'a pas changé la couleur des voiles. Du coup, son père, quand il a vu les voiles noires arriver, il a cru que son fils était mort. Et du coup, il s'est suicidé. Voilà. Donc, il... Eh, papa! Bah voilà. Kékos sur 20. Donc, il a bien été puni. Hein. Oups! C'est ça, c'est quoi non? Oupsie. Il est sorti la grande voile, il est parti sous le vent. Sous le vent, Germain il est parti là. Donc voilà. Donc la morale de cette histoire, change les voiles. Ouais. C'est ça aussi. Attends, ce truc là il m'intéresse, ça. C'est quoi ça? Il joue au badminton ou quoi là? Mais non, pas du tout Sabine. Bon, ça va, on peut rigoler. Hein. Alors, en mai 1845, pendant les fouilles, pendant les fouilles des différents niveaux qui correspondaient en fait au... je vois à quoi ça correspond, je sais pas comment vous le dire. Tout ce qui est, lieu de stockage en fait. Un peu le garde-manger. Moi, c'est comme ça que j'interprète le truc. Eh bien, ils ont retrouvé des petits fragments de marbre coloré qui ont été identifiés comme étant des personnages de Dionysiaque. Et oui, moi je le reconnais direct, le personnage de Dionysiaque qui est à droite, parce qu'il tient cette sorte de grand bâton avec une sorte de pomme de pin au bout. Et ça, c'est l'un des attributs par excellence de Dionysos. Donc tous les personnages qui ont ça, là, cette sorte de bâton, là, d'ailleurs il l'a même là. Ouais, on voit pas très bien, mais sur la fresque là qu'on vient de voir,
il a le bâton avec au-dessus la pomme de pin, donc la tierce. Et donc, alors, cette scène, elle représente donc une ménade qui tient une torche brûlante et... Ah, Endrum, c'est pas une... Ah, je sais plus, attends. Je sais plus c'est quoi une Endrum. Ah, mais ouais, j'écris mal, là. Ah. Non, c'est pas ça. Ah, oui, un tambourin. Enfin, ben, c'est pareil, c'est un... Voilà. Ok. Bouge pas. Et le silène. Donc l'autre, c'est un silène qui tient donc qui secoue un tirse. Donc le fameux bâton avec au bout la pomme de pin, là. Et qui porte... non, qui... Ah, qui fait tourner, là. Fait tourner les serviettes. Hein, sauf que lui, c'est pas les serviettes. Il fait tourner la peau de panthère. On fait tourner les peaux de panthère. Putain, c'est n'importe quoi, ce stream. Oh, pardon, et toi, là, non, finalement, fais pas appel. Si. Voyons. Donc, la peau de panthère, c'est pareil. La panthère est l'animal par excellence de Dionysos. Donc, en gros, quand tu vois un dieu de l'Antiquité gréco-romaine avec une peau de panthère ou avec une panthère, il fait partie de la bande à Dionysos. Ils font du limbo, là, non. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Le Oopsie me fait toujours penser à Battle Block Theater. Alors là, comme ça me dit rien. Pardon pour ma culture déplorable. Mais en échange, regarde, je t'offre des fleurs, là. Regarde. Voilà. Bref. Donc, il faut qu'on aille voir ça. Ah ouais, c'est joli comme tout. C'est du marbre. Ça, on n'en a pas souvent, ça. Hein, tu vois, d'une marqueterie de marbre comme ça. Donc, la marqueterie, c'est qu'en fait, tu fais un travail de composition avec plusieurs matières que tu vas mettre, que tu vas encastrer pour créer une sorte de, comme là, tu vois, de motif ou de mosaïque, peu importe. Mais c'est assez... Bon, tu as de la marqueterie de bois, mais la marqueterie de marbre est aussi très très appréciée. Mais j'en ai vu rarement pour le marbre dans l'Antiquité gréco-romaine. Non, bon. Donc effectivement, on peut se demander si c'est pas une partie de limbo. Moi, de loin comme ça, j'avais vu une partie de beach volley. Voilà. Mais on peut imaginer du limbo, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Voyons. Donc on a Apollon. Ne bougeant pas. Là, standing. En gros, qui se tient debout. Donc la statue d'Apollo Citharède, donc en gros qui est avec sa cithare. Bon, le téléphone ça suffit. Hein. Donc en gros il est représenté sur un petit piédestal. Voilà, donc on le voit un petit peu là, idyllique. Et donc le dieu est couronné avec sa couronne de laurier. Donc pareil, quand tu vois un dieu avec une couronne de laurier, c'est Apollon. En plus il a un instrument de musique comme le sitar, c'est parfait. Il ne bouge pas, il marbre, c'est ça, mais tout à fait. Ah non, mais va savoir, je sais pas si c'est la représentation d'une statue. Je sais pas. Hop. Il a un motivé. Hein. Et à son arc ou pas? Je crois qu'il parlait d'un arc, mais je le vois pas. Donc bon, Apollon, hein, en général, il est représenté soit avec un instrument de musique, soit avec un arc. Hein. Donc ouais, et du coup les fresques, pour revenir un peu sur le principe, là tu vois, surtout là c'est très très frappant. En gros, là, nous on a une forme de tableau, mais c'est pour en gros, on va dire que c'est pour les besoins de conservation, parce que t'as, dans le cas de recherche archéologique dans certains sites, ils ont pris parfois les motifs ou ils ont refait. Donc refait pour le musée, hein. Donc ça dépend, ça dépend vraiment des situations. Et du coup... ce qui est intéressant de se dire que ça, voilà, ça c'est un bout du décor. Donc, c'est-à-dire qu'il nous manque tout le reste. Hein. Et la fresque, l'intérêt, donc c'est très... Enfin, d'un point de vue surface, bon, c'est de la peinture. Hein. Enfin, c'est de la peinture
vois, tu pourrais peindre tes murs en jaune, et ben eux, ils faisaient des motifs de dieux notamment. Et la fresque, c'est une technique qui implique beaucoup de dextérité, parce que ça sèche très vite. En gros, tu peins dans l'enduit. Il faut imaginer que tu as du plâtre, tu peins dedans. Et quand ça sèche, bah c'est sec. Voilà, oui. C'est ça, c'est vraiment... bon, c'est bateau, hein, mais en tout cas, voilà, vous avez... Il faut imaginer qu'une fois que votre enduit est sec, vous ne pouvez plus toucher à la peinture, normalement. Vous pouvez peindre par-dessus, hein, mais globalement, c'est sec. Donc ça implique de travailler super vite. Qu'est-ce qu'on a? C'est qui, lui? Bah, c'est Apollon. Donc, Apollon, hein, c'est pareil. Hein. Apollon, on aime bien synthétiser en disant que c'est le dieu du soleil, c'est le dieu de la musique, etc. Mais évidemment, c'est plus que ça. C'est le soleil qui aussi, qui revient. C'est le soleil qui implique que la nature est toujours aussi forte, qu'elle amène les richesses. Enfin, tous les dieux... On va dire, c'est pas qu'ils travaillent de concert, mais ils ont une complémentarité. Et en gros, si c'est défaillant chez l'un des dieux, en général, ça fout le bordel chez les autres. Donc, c'est pour ça que les dieux ont vraiment cette... Ils ont un lien très fort entre eux. C'est souvent aussi des liens où ils se fritent. Hein, ils aiment bien se prendre le chou parce qu'ils ont aussi ce côté très humain. Et ça, c'est très, très gréco-romain, hein, le côté... Et nous, on a complètement hérité de ça, hein. La culture gréco-romaine de personnification divine, bon, hein, ça vient de là, hein, parce que en fait, ils ont eu besoin vraiment de mettre des concepts en humain, en fait. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous fait là? Donc, la statue de Apollon en train de tirer à l'arc a été trouvée en 1817, 1818 et cassé en plusieurs parties. En gros, il était situé entre le territoire du temple de Jupiter et les murs de la cité. Le jeune dieu qui tourne sur sa droite par rapport à éventuellement, donc, il est en train d'attaquer. Donc, en gros, il dessine en gros, son geste dessine un arc qui devait être fait en métal précieux, donc peut-être de l'or ou autre, et qui a été perdu à la suite de l'éruption du Vésuve. L'ivoire et les émaux donc, qui sont dans les yeux ont également été perdus. Parce que donc effectivement, donc, on a perdu donc l'arc et on a perdu aussi les yeux. Parce que les sculptures antiques, hein, elles n'étaient pas monochromes. Elles n'étaient pas... Ce que je veux dire par là, c'est que là, cette sculpture-là, elle n'était pas comme ça. Elle avait de la peinture sur elle. Les statues en marbre blanche, c'était pas blanc. Faut imaginer que nous, on a un imaginaire, un fantasme de la culture gréco-romaine qui est blanche. C'est complètement faux, en fait. Et on le sait depuis le 19e siècle que c'est faux. Hein. Mais non, c'était hyper peint, tout ça. Hein. C'était coloré à foison. Hein. Enfin, par contre, c'est juste qu'on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on a de beau là-bas? Un camé avec Ariane. Oh, un camé, la vache. Alors, le panneau. Donc, c'était probablement une partie de décoration d'un meuble. La scène représentée a probablement été inspirée par le mythe de Dionysos et d'Ariane. Et en fait, c'est Ariane qui est assise, qui tient un gobelet, en gros une coupe à boire, donc il tend devant une jeune danseuse qui tient j'imagine une petite carafe là. Et donc de l'autre côté on a un Silène qui danse avec un panier, rempli d'éléments du culte pour Dionysos. Voilà, donc ça c'est peut-être un des mystères dont je vous parlais un peu plus tôt, quoi. On n'a pas retrouvé des traces de pigments pour savoir un peu les couleurs, justement. Si, on a, mais c'est pas suffisant pour dire est-ce que c'était que des aplats de couleurs? Est-ce qu'il y avait des dégradés? En fait, on a des traces, on a des reliquats de couleurs, mais c'est pas du tout suffisant
à l'heure actuelle pour dire, voilà. Parce que pour l'instant, on a eu des propositions qui sont très funky, hein. Mais on n'a pas de notion de dégradé ou autre, en fait. Et ça, c'est con, mais ça joue beaucoup. Parce que te dire, soit c'est des aplats de couleurs, donc hyper bariolés, soit il y a eu un travail comme on avait sur les peintures des murs, un travail plus élaboré. Ah, attends. Et on a un site. Voilà. Parce que j'ai notamment un site que je trouve très intéressant. Bon, mais je vais vous montrer quelques images pour vous montrer justement. On a des suppositions de ce type-là, tu vois. Voilà. Il y a des suppositions qui disent que c'était comme ça. Peut-être, mais peut-être pas, quoi. Parce qu'effectivement, on a des... Bon, là, il n'y a pas beaucoup de reliquats. Mais... Là, on en a quelques-uns, notamment sur ce... Là, notamment, tu vois, sur les cheveux. On devine que potentiellement, il y avait au moins une couleur un peu ocre. Là, on devine ici, tu vois, les yeux. On devine un peu de couleur. Après, est-ce que c'était comme ça ou pas ? Oh, putain. C'est particulier, hein. Donc, non, en gros... On n'est pas sûr. On est juste sûr que c'était peint, on a une idée des couleurs globales, mais on ne peut pas affirmer que c'était comme ça, en fait. Là, ce sont des tentatives de reconstitution, pardon, et notamment, c'est notamment les Allemands qui ont fait un gros travail là-dessus. Mais en tout cas, dans le monde de la recherche, on dit, ouais, c'est super intéressant, c'est vraiment vachement bien. Par contre, c'est pas de l'acquis, hein. C'est vraiment, attention, faut faire super gaffe à ça. Normalement, c'est pas fini statué, cette histoire, hein. Statué. Je vais me coucher, je crois. Toutes les reconstitutions que j'ai vues, c'était un peu pop, et ça m'a toujours donné l'impression que ça ne collait pas quand tu vois ce qu'il était capable de faire au niveau des fresques. Ouais, voilà. Et en même temps, il faut prendre en considération un truc. Quand tu fais une œuvre, encore plus dans la Grèce antique et dans le monde antique en général, l'œuvre a une destination. C'est-à-dire qu'elle va avoir un rôle à jouer dans un contexte spatial particulier. Donc dans les maisons, ils vont vraiment se casser vraiment les bonbons à faire quelque chose de très proche d'une certaine réalité, parce qu'en plus dans le monde romain, on aimait le réalisme, hein, on aimait même le vérisme. Donc tout ce qui représente la réalité, mais puissance 1000, hein, c'est le vérisme. Et en gros, t'as des trucs vraiment parfois un peu wow, c'est trop vrai les gars, oh attention. Mais en tout cas, ils ont ce goût effectivement de la représentation réelle des choses. Les ombres, etc. Même la sculpture, quand tu regardes une sculpture, mais wow, enfin t'impressionner. Par contre, les choses qui sont à l'extérieur, et ça tu retrouves ça encore une fois dans toutes les cultures, ce sont des œuvres en extérieur qui ont une fonction publique qui doit être vue de loin. Et peut-être, effectivement, que des choses qui étaient vues de loin et certaines choses qui étaient en hauteur, eh bien, fallait que ce soit visible, quoi. Tu vois, faut que ça accroche les yeux. Et peut-être qu'effectivement, on avait des aplats de couleurs. Pourquoi pas, après tout ? Ça doit vraiment capter les yeux, quoi. C'est, en gros, les temples et tout ça, les sculptures, c'est un peu des phares dans la nuit, quoi. Tu dois les... Dans leur fonction, j'entends. Ce sont des choses qui doivent nous élever, sur lesquelles on doit dire, bah tiens, voilà, c'est le temple de Jupiter, machin, c'est le temple d'Apollon, etc. En plus, ce sont des dieux que l'on doit tout de suite identifier. Pareil pour les représentations des héros dans les espaces publics, tu dois les identifier direct, en fait. Quitte à peut-être avoir, pour le coup, une manière de peindre qui correspond peut-être à quelque chose qui pour nous c'est peut-être too much. Peut-être que c'était le cas à l'époque, hein, à savoir. J'ai vu des films historiques comme 300, les couleurs n'étaient pas aussi flashy. Après, 300 n'a pas cette dimension historique. 300, c'est avant tout, si on parle bien du même film, c'est une transcription d'un comics, avec l'univers qui est impliqué dedans. Donc l'auteur... comment il s'appelle ? Ah ! En plus, attends.
Alan Moore, voilà. Alan Moore, c'est bien lui qui a fait 300, hein. C'est le même que V pour Vendetta, si je me plains pas. Mais en tout cas, non, 300, il y a cette dimension interprétation de l'histoire qui est très très forte. Non, par contre, la série Rome retrace très bien les choses à ce niveau-là. Pareil, de nouveau, le livre 6 de Kaamelott retrace très très bien la vie quotidienne des Romains. La bataille des Thermopyles, c'est pas historique. Si, mais l'interprétation qu'on a fait Alan Moore d'un point de vue graphique, c'est avant tout pour mettre en avant une culture très masculine, viriliste, tu vois. C'est les mecs qui se trimballent à poil en permanence, c'était pas forcément le cas, pas à ce point-là, quoi. Enfin, il y a une... La véracité de... Enfin, moi, quand j'ai vu le film la première fois, bon, c'était pas choquant, ce qu'on voyait dans le film, mais c'était pas non plus forcément très représentatif, parce que c'était pas le but, je trouve. C'était une interprétation héroïque, par contre, de cet épisode. Enfin, c'était une vision très héroïque du truc, quoi. Mais avec, pour moi, une interprétation... Enfin, voilà, après, je peux me planter, hein. Peut-être que des historiens qui ont travaillé sur le film ont dit « Ah non, c'est génial, c'est super bien représentatif ». Mais de mon point de vue, je trouvais que c'était un peu... Enfin, que ça montrait plus une version romancée, héroïque de l'homme grec. Voilà. Question qui a rien à voir. Tu as une époque en particulier dans laquelle tu es spécialisée au niveau d'histoire de l'art? Oui, le 19e siècle, enfin la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je suis spécialisée vraiment sur cette période-là. Donc en gros, Second Empire, Troisième République. Mais après, j'ai enseigné... j'ai dû enseigner à un public varié. Donc tout ce qui est vulgarisation, puis j'adore l'Antiquité à titre personnel. Donc forcément, ça me parle. Enfin, j'ai fait du grec, du latin, j'hésitais beaucoup avec ces cultures-là. Et pareil, j'ai fait de l'égyptologie. Pendant quelques années, j'ai fait de l'égyptologie. J'ai même appris les hiéroglyphes, si tu veux. J'ai animé un atelier il y a quelques jours sur ça. Attends, je te montre. Voilà, regarde. Donc je faisais un atelier d'initiation hiéroglyphe, c'était cool. Voilà, tu sais tout. Troisième rep la meilleure. Ouais, peut-être. Je sais pas. Et les arts premiers, j'aime beaucoup les arts premiers, mais je fais partie des gens peut-être un peu timides. Enfin, pour moi, parler des arts premiers, j'aime beaucoup en parler. Par contre, il faut que je travaille en amont en général quand j'ai besoin d'en parler. Mais par contre, on a déjà fait une expo virtuelle autour des arts premiers, sur notamment... non, c'était plus sur les Mayas, donc j'ai pas fait énormément de choses finalement. Mais j'aime beaucoup à titre personnel. Enfin, j'aime apprécier. Après, j'ai pas fait beaucoup de visites et tout. C'est ton kiff? Les arts premiers, c'est... Et encore, c'est une appellation qui est pas simple, parce que ça regroupe plusieurs cultures, notamment... tu vas avoir finalement l'art de tout ce qui est l'île de Pâques, tu vois, même certains arts africains. Tu as aussi l'Alaska dans certains cas. Enfin voilà, c'est l'Océanie. Et donc, en gros, tout ce que tu as, notamment au musée du Quai Branly, entre autres. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as aussi... je réfléchis. Attends, qu'est-ce qu'ils ont de beau? L'Océanie, je l'ai dit. L'Australie. Ouais, l'île de Pâques, Afrique, etc. quoi. C'est... ouais. Donc des fois, les gens disent art tribal ou art primitif, c'est toujours compliqué à nommer. Ouais, parce que c'est... Art primitif, ça veut dire qu'ils sont primitifs, tu vois. Mais on n'aime pas, en histoire de l'art, parler de... On préfère... Et d'ailleurs, on dit... Je crois qu'on dit beaucoup art dit premier.
Enfin, voilà. C'est complexe en fait. C'est juste que les gens justement, ont tellement l'habitude de dire art premier qu'on conserve quand même ce mot parce que c'est peut-être le moins péjoratif. Mais ouais, c'est compliqué quoi, parce que ça implique une hiérarchie, tu vois, comme si nous c'était supérieur à l'art, enfin comme si l'art occidental était supérieur à ces arts dits premiers. Voilà. Mais c'est normal de faire le. Enfin, en gros, on fait tous cette appellation-là, c'est logique en fait. Il y en a un second. Ouais, j'imagine. Ah, l'Amérique du Nord aussi. Amérique du Nord. Ah oui, j'ai pas dit Amérique du Sud. Oui, les Mayas. J'ai parlé des Mayas plus tôt. Mais voilà, globalement, c'est tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est compliqué certaines appellations quand même. Hein. Parce que tu sens qu'ils ont voulu tout regrouper, parce que ce sont pas forcément des domaines très étudiés. Et enfin, il y a un vide. Hein. Il y a des gens qui se sont intéressés à ces sujets-là, mais il y en a pas énormément non plus. Il y a encore beaucoup de choses à faire autour de ces arts-là, quoi, de toutes ces civilisations, parce qu'en fait, ça regroupe beaucoup de civilisations, hein, quand on y pense. Revenons. Quelle heure se fesse. Ça va. Ah oui, et donc, et là c'est pareil, tu vois, on parlait de localisation des œuvres. Ça, tu vois, c'était un morceau de décor d'un meuble. Donc tu vois, ils peuvent difficilement, et puis peut-être ils ont peut-être pas d'intérêt à mettre beaucoup de décors peints dessus, enfin de mettre beaucoup de détails. Les détails vont plutôt, et en plus c'est une technique particulière qui est la technique du camé. Comme ça, enfin le camé en fait, il y a c'est un travail de sculpture qui va jouer sur les reliefs. C'est-à-dire que tu vas travailler ton relief jusqu'à arriver à une certaine transparence. Là, tu le vois ici en fait, sur le drap de... Le drapé. Sur ce drapé-là, tu vois qu'en fait, la transparence a tellement été travaillée qu'on arrive quasiment à la surface derrière qui est sombre. Voilà. Mais là, ici, il y a du blanc, c'est un peu plus... Enfin, c'est vraiment un jeu de relief hein, où tu vas travailler pour créer des ombres là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ressemble à des miroirs. Ah non. D'accord. Ah, c'était des disques... Ah, d'accord. Donc, ce sont des bronzes, des disques en bronze qui étaient attachés à l'intérieur. Ah, oui, donc, oui, ils aiment bien aussi ce genre de décoration. Donc, comme je disais plus tôt, dans une maison, dans une villa romaine, il n'y a pas énormément d'œuvres d'art, dans le sens d'œuvres d'art qui a son rôle, une statue au milieu de la pièce, tu vois. À la rigueur, par contre, dans les jardins, les espaces publics, les sculptures jouent un très grand rôle de décoration et en plus un rôle honorifique pour honorer la mémoire des dieux, enfin, soit des dieux, soit des grands héros. Et à l'intérieur, donc tu peux avoir la peinture sur les murs, tu as des meubles décorés et tu as donc certains motifs qui peuvent être accrochés. Et là, voilà, là, notamment, ces disques en bronze étaient accrochés. Et ça fonctionnait très très souvent par binôme, si on peut dire ça comme ça. Enfin, ils aimaient bien la régularité, les Romains. Enfin, en gros, ce qui est symétrique, régulier, ça incarne une forme de rigueur. Ça leur plaît bien. Et donc là, on a Apollon et Diane, donc la sœur d'Apollon, ou Artémis, hein, si tu préfères le nom grec, hein, qui en gros était... donc c'était dans le temple. D'accord, donc en gros c'était une... Ok, donc en fait il y avait des performances théâtrales devant le temple d'Apollon le temple d'Apollon Palatin à Rome, et en gros il y avait donc ces sortes de... Enfin, le théâtre est très très lié au divin dans le monde gréco-romain. Et en plus, Apollon et Diane étaient considérés comme étant les dieux protecteurs de l'empereur Auguste. Et donc, ouais, ils ont accroché ça. Donc, il faut imaginer qu'il y avait Apollon et Diane qui se regardaient. Ce qui était lié aussi au monde. Enfin, il y avait des représentations théâtrales en plus avec ça.
c'était un rhum, mais c'était pas latin. Ouh, elle est belle. Bravo. Bravo le veau. Mis à part la technique de camé sénine, je ne vois pas ce que c'est cette technique de camé. Alors, en fait, le camé, en gros, tu prends une pierre. C'est une technique de sculpture sur pierre. Et en fait, tu vas avoir ton motif, tu vas le travailler, et en gros, tu vas creuser. Par exemple, je vais prendre celui-là. Hop. Bon, c'est peut-être pas le plus beau. Hein. Ah voilà, c'est peut-être plus frappant, ça. Mais c'est quoi ces images de petite qualité, là? Mince, flûte. Lui, ça avait l'air d'être mieux. Voilà. Donc en fait, faut imaginer qu'à l'origine, tu as le point le plus éloigné qui est proche de toi. Et donc le sculpteur, il va travailler. Il va travailler jusqu'à atteindre une autre zone pour faire son motif. Eh bien, il va jouer avec les différents types de reliefs pour créer du modelé, pour créer des ombres. Et notamment, bah là, tu vois, ici, il est vraiment... c'est un très, 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 très léger relief qui fait que c'est quasiment transparent. Alors que là, c'est un peu plus... si tu regardais sur le côté, il y aurait plus de relief. En fait, c'est une technique de sculpture qui te permet de créer du relief sur une pierre qui a un effet particulier. Et en gros, ils aiment bien aussi cet aspect... là, tu as du blanc pour le motif, avec derrière une partie plus sombre, où tu vas voir carrément... Voilà, donc ici, t'en as un autre qui a joué avec la veine de la pierre, et quand il a taillé derrière, il a vu que c'était un peu plus blanc. Voilà, donc l'idée étant de jouer vraiment avec les spécificités naturelles de la pierre. Donc là, tu vois, ici, c'était la partie la plus haute, et il a travaillé, il a sculpté, il a sculpté, il a sculpté. Hop, 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 pour arriver jusque... Voilà. Attends, tu vas faire des trous dans la pierre, mais c'est pas frappant. Ah là là, quel talent. Putain, vous êtes enfant, là, ce matin? Enfin, ce matin, cet après-midi. Oula. Ouais. Fatigué. Là, c'est pareil, tu vois. Il y a plusieurs couches. Et donc, en gros, il a laissé cette partie-là. Puis après, en travaillant, c'était un peu plus blanc. Voilà. C'est peut-être encore plus flagrant sur l'aigle, là. Donc, en gros, tu travailles la profondeur pour atteindre un certain niveau, enfin, différentes couleurs. Et puis, à la fin, c'est quasiment, dans certains cas, c'est quasiment transparent, quoi. Je crois que c'est encore plus flagrant avec le relief avec les femmes, là. Ouais, ici. Enfin, ici, bon, on distingue un peu là, les feuilles qui sont quasiment très très bas relief, alors que le reste, c'est plus haut relief, quoi. Tu tentes, ça passe pas à tous les coups. Terrible. Voilà. Hop. Donc on va dans là-bas. On peut aller là-bas. Je vais aller là-bas. Messieurs, dames. Mais... Hop. Qu'est-ce que c'est que ça devant? Ah, donc d'un côté on avait les dieux et la CDS. Donc là on a Vénus. Donc cette statue de Vénus, ça a été créée au cours du 1er siècle avant notre ère. Et donc elle vient d'un original grec. Et ça c'est très 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 fréquent dans le monde gréco-romain. D'ailleurs, on a certaines statues grecques que l'on connaît uniquement parce qu'elles ont été copiées par les Romains. Voilà, on en a beaucoup comme ça. Et donc cette image était très très populaire autour de la région du Vésuve. Donc on aimait beaucoup avoir des statues de Vénus toutes nues. Voilà. Et donc on a aussi des traces de peinture. Voilà. Et donc évidemment, ce qui est top avec Vénus, c'est qu'on peut la représenter toute nue. Donc ça fait une petite sculpture assez cool pour la maison. En fait, c'est une expo bourrée quand tu bouges pas, c'est la pièce autour qui bouge. Non mais ça par contre, ouais, ça dans le... Je sais pas qui s'est dit, vas-y on fait l'expo virtuelle comme ça. Tu dis mais non, ça passe, c'est trop nul ça. Parce que en fait, je suis obligée de vraiment maintenir le clic pour pas faire charbotron, quoi. L'autre coup, j'ai vu des camés exposés avec une lumière particulière pour faire jouer la transparence de la pierre, c'était magnifique. Comme du trail, tout à fait, ouais. Tu retrouves ça aussi dans la céramique. Donc t'as des céramistes qui vont avec différentes couches d'argile qui va être délayée dans de l'eau. Ils vont pouvoir mettre plusieurs couches et ça va créer parfois un effet de transparence, c'est super joli aussi. C'est une très très belle technique en soi.
Alors, t'es qui toi, monsieur Barbu? Voilà le fameux Jupiter, on disait au début. Qui était acrolite, une sculpture acrolite. Donc c'est un mélange de bois, de trucs comme ça là. Donc c'est lui. Voilà, avec sa fière barbe. Et là, donc, tu vois que c'était pas un... C'était... c'est une certaine couleur. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, cette œuvre était localisée sur un mur en jaune, avec différentes perspectives de plantes, etc., avec un background, un arrière-plan noir. Et donc, c'est la représentation du mariage de Jupiter et de Junon. The Thunderer, c'est beau. Donc, Jupiter étant celui qui porte le foudre. Et oui, parce que c'est le dieu de la foudre, mais son attribut, c'est le foudre. Voilà, donc tu pourras te la péter en société. On ne dit pas à la fin, quand Jupiter, on le voit sur les œuvres et tout, c'est le dieu de la foudre, mais il est toujours représenté avec un foudre. Me demande pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà. Donc son motif par excellence, c'est le foudre qu'il porte avec lui. Et donc, alors le porteur de foudre porte... Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Wreath of Oak Leaves. J'ai un doute. Attends, Google Trad, les amis. On a dit quoi? Wreath of Oak. C'est des plumes en fait. Des plumes d'oie. C'est quoi? Ah, une couronne. Non. C'est des Oak Leaves. Ouais, c'est des plumes d'oie, ouais, Sabine. Bref, c'était nul, Sabine. Ouais, je sais. À fond, c'était nul. Voilà. Donc je sais plus comment on dit chêne en anglais, c'est oak, et je sais pas pourquoi j'ai confondu avec loi. Voilà. Vive Google Trad, hein, putain. C'est horrible, c'était un moment horrible pour moi. Mais c'est pas grave, vous êtes là parce que vous aimez ça. Voilà. Maintenant, elle se chambre elle... Non, mais là, il y a de quoi. Mais le pire, tu vois, c'est que ce terme, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et on l'avait vu en live il n'y a pas si longtemps que ça. Mais vous vous souvenez, ma mémoire est tout le temps défaillante. C'est ça qui est beau, c'est qu'on avait déjà vu Oak. Oui, feuille de chêne, c'est logique, parce que c'est son arbre. Je me déteste. Ça va bien se passer. Et tu te rappelles que t'as un truc sur le syndrome de l'imposteur? Ouais, c'est parfait. J'ai mon exemple. Bref. Alors, bon, ça arrive, ça va. J'ai pas beaucoup dormi, hein. Je vous rappelle, je me suis levée très tôt, je suis très fatiguée. Oui, on se cherche des excuses comme on peut, hein. Je suis désolée. Alors attends, et donc il tient la main de Junon. La déesse est habillée avec un chiton blanc qui est avec de la broderie en or. Elle tient... veil, c'est pas un éventail? C'est quoi un veil déjà? Mais reviens là! Un voile, ok, rien à voir. Bah non, c'est fan. Sabine! C'est ça, attends, c'est ça un éventail. Mais non, ça... c'est un éventail, je te jure. Je te promets, c'est un éventail aussi. Non, pour de vrai. Franchement, je te promets. Un fan, c'est aussi un... Non, mais arrête, mais Google, vas-y. Mais non. Attends. Mais arrête, m'en fous, c'est un éventail. Ça me saoule. je
te jure que c'est un éventail. C'est horrible. Je me sens tellement seule. Ah là là. M'en fous, je suis sûre qu'on dit éventail comme ça. Bref. Donc, voyons voir. Oh, c'est joli. Non, c'est très beau. Regarde là. T'as vu, regarde. Et n'écoute plus mes conneries, regarde. Non, par contre, sans déconner, regarde l'effet de la couronne d'Héra. Enfin, de Junon, pardon, parce que Héra, c'est son nom grec. C'est magnifique. Vraiment. Même derrière, donc, c'est pas un ange, hein, parce que ça n'existe pas chez les... Dans le monde gréco-romain, c'est peut-être... Je me demande si ça peut pas être Eros. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dieux ailés dans le monde gréco-romain. Il y en a très très peu. Je peux pas l'encadrer, Héra. Ah mince! Pourquoi? Ouais, oui, elle est... En même temps... Oui, elle a un sacré caractère, mais en même temps, c'est pas rigolo, quoi. Son mec, t'as vu comme il est chiant? Voilà. En fait, Héra, c'est Guenièvre en badass. Parce que, finalement, tu vois, il y a que Héra, limite, qui touche pas Jupiter. Hein? C'est du coup... Voilà. Bon. Ça n'excuse pas tout, enfin ça n'excuse même rien parce qu'elle a vraiment pas été sympa avec plusieurs femmes. Mais ça c'est toute la problématique de la mythologie gréco-romaine, la victime a toujours tort. Phénomène que tu retrouves aujourd'hui, hein, voilà. Bref. Mais effectivement, tu as quand même de nombreuses scènes de cruauté où la victime, notamment des scènes de séduction, des viols, voilà, où tu as ces scènes de viol par les dieux qui... je l'écris pas. Donc ces scènes de séduction-viol qui en gros, la femme qui se fait violer ou l'homme qui se fait violer dans la mythologie gréco-romaine, dans tous les cas, il a tort. Voilà. Et il est en plus, non seulement la personne se fait, voilà, et en plus, elle est souvent punie d'avoir attiré le dieu. C'est un peu trop nourri l'imaginaire actuel de nombreuses personnes. Hein, comme quoi la victime est forcément l'allumeuse, qu'elle soit homme ou femme, peu importe, mais en gros, voilà. Très compliqué. Très très compliqué je pense, et je me demande si ça n'a pas eu une incidence aussi sur cet état, voilà. Mais bon, passons, Héra. Oui, Héra a quand même un caractère un petit peu difficile. Un petit peu beaucoup, hein, bref. Mais bon, Jupiter aussi, quoi. Jupiter aussi. Non, par contre, vraiment, regardez le voile, c'est très joli. La fille qui change de sujet. Non, mais par contre... Non, en fait, là, vraiment, moi, là, en tant qu'historienne de l'art, je vois la qualité plastique, si tu veux, de la peinture. Enfin, vraiment, les jeux de transparence sont très très durs à obtenir et j'aime beaucoup. Tout comme là, l'effet doré de la couronne, j'aime beaucoup. Et aussi l'expression des regards, l'expression des visages. Hein, je trouve que les fresques romaines sont... Enfin, même, regarde derrière le personnage, comment il regarde. Hein, j'aime beaucoup. Oui, c'est une connasse, pas grave, tout son... Non, mais... Mais bon, voilà, c'est compliqué. C'est quoi ça? Ah, Mars et Vénus, le thème de l'amour. Donc un thème qu'on retrouve très souvent, hein, la relation incestueuse de Mars et Vénus, parce que n'oublions pas qu'ils sont frères et sœurs. Bon, voilà. Enfin, en fait, ça dépend. En fait, ça dépend parce que dans la mythologie gréco-romaine, tu as plusieurs versions. Et ça, c'est pareil dans toute mythologie. C'est-à-dire que dans la mythologie, notamment égyptienne, un dieu peut avoir une autre affiliation, peut avoir un autre mari ou une autre femme, en fonction de la ville où le culte est rendu, en fonction de l'époque. C'est une évolution, c'est logique. En fait, si tu veux, c'est qu'un pays comme l'Égypte, ou une entité culturelle comme l'Égypte, ou comme le monde gréco-romain,
Évidemment, ils n'ont pas toujours été de la même manière dans leur culte. Il y a eu beaucoup d'évolutions en fonction des coins et aussi des affinités de religion finalement. Enfin, en gros, des mouvances. Parce que tu as des mouvances, hein, tu as certaines époques où certains dieux sont beaucoup plus appréciés que d'autres en fonction des époques et aussi en fonction des personnes au pouvoir. Rien qu'on l'a vu tout à l'heure, Auguste, l'empereur Auguste, ben, ses dieux de référence, c'était Apollon et Diane. Donc forcément, c'est une incidence sur leur culte. Hein. Et Mars et Vénus, donc dans certains cas, ils sont frères et sœurs, mais c'est vrai qu'en fonction... Parce que parfois, Vénus, elle peut être née de l'écume, parfois elle peut être née d'autres dieux, enfin, il y a plusieurs mythes, quoi. Attends, si tu regardes un petit peu. Je ne veux pas... Voilà, je veux la déesse. Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent, eux? Alors... Donc, dans certains cas, voilà, son père sera Jupiter et sa mère, Dionée. Mais dans d'autres cas, c'est d'autres dieux qui lui donnent naissance. Notamment, je crois, celle qui naît dans la mer. De mémoire, c'est pas forcément la fille de Jupiter dans ce cas-là, mais je me rappelle plus trop. Alors... Bon là c'est peut-être pas dit, remarque, parce que là justement dans certains cas oui ils estiment que ouais. Mais vraiment ça dépend ça dépend du mythe quoi. Voilà. Mais bref, revenons à cette histoire d'inceste. Désolée mais c'est la mythologie hein, bref. En tout cas Mars et Vénus étant cette sorte de couple qui va incarner beaucoup de fantasmes. Enfin, imagine d'un côté tu as la plus belle des déesses, qui est la plus aussi séduisante, qui est toujours toute nue, enfin, qui va incarner la reproduction charnelle, mais la reproduction charnelle qui implique la naissance des êtres humains et donc la reproduction de l'humanité. Et Mars, il est ce dieu de la guerre, donc cette force virile, il va vraiment... Mais dieu de la guerre, attention, tu as Athéna qui est la déesse de la guerre, mais de la guerre stratégique. Donc en gros, elle réfléchit. Lui, il tape. Tu vois. Bref, pardon. Enfin, c'est plutôt le dieu de la guerre, mais dans le sens... la puissance, la violence, mais la violence nécessaire pour gagner des combats, tu vois, l'énergie guerrière, tu vois, c'est tous ces éléments-là. Donc forcément, tu vois, il y a cette dimension hyper hétéronormée. Alors là, je ne vois pas comment dire ça autrement, mais entre voilà l'homme fort et la femme par excellence, la sensualité, etc. Donc on va avoir vraiment ce couple incroyable, hyper glamour, quoi, tu vois, pour l'époque. Enfin, faut imaginer... Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment, c'est comme si tu avais des stars aujourd'hui, tu pourrais comparer, franchement, sans problème, je pense, avec des couples de stars que tout le monde trouve hyper glamour. Genre, je vais dire une grosse connerie. Non, je vais pas la dire. J'allais te troller en disant, genre Zemmour et ça, voilà. Mais c'est horrible. Non, j'assume pas. J'assume pas cette blague. Mais en gros, voilà, plutôt des vrais gens sexy, quoi. Voilà. Des vrais couples sexy, genre Angelina Jolie et Brad Pitt, voilà, à la rigueur. Voilà. Sauver Voilà. Merci, mais tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça, ou Beyoncé et Jay-Z, tu vois, on pourrait imaginer aussi cet aspect couple super sexy, quoi, tu vois. Il y en a tellement d'autres. Tony Parker, et encore, ça commence à dater un petit peu. David Beckham, mais je sais plus comment elle s'appelle, putain. L'une des Spice Girls. Victoria Beckham, forcément, parce qu'elle a pris le nom de son époux. Enfin bref. Quoi, bien... Mais non, non, pas la pauvre Beyoncé, non, lui fais pas ça, la pauvre. Oh non, quelle horreur. Mais non, mais ça c'est une dédicace pour les lecteurs de Paris Match. Voilà. Terrible. Genre Akhenaton qui débarque et qui change le dieu suprême à son bon vouloir. Ouais, et encore, c'est... Attention, enfin... Akhenaton, c'est particulier en plus, hein. Il a pas viré les autres dieux, hein. C'est juste qu'il a dit, ok, le clergé d'Amon, tu me saoules, on va changer le dieu
le plus important, parce que le clergé d'Amon est trop puissant. Donc on va mettre Aton, et vous allez vous calmer, le clergé. C'est ça en fait, hein. C'est une lutte de pouvoir. Hein. C'est... bref. J'ai aucune des références que tu viens de donner comme couple. Ah! Quand même, quoi. Angelina Jolie et Brad Pitt? Non, même pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais avoir d'autre? Boulet Bill? Je sais pas. Des couples complètement what the fuck, vas-y. Boulet Bill, hein. Ouais, c'est bien Boulet Bill. J'aime bien. On reste dans la mythologie gréco-romaine où, en général, il se passe des trucs bizarres avec les gens et les animaux. Hein. C'est horrible. Ce stream est horrible. C'est marrant, c'est jamais expliqué comme ça dans les documentaires. En général, c'est plutôt ce pharaon était fou, il a tout chamboulé. Ah non, pas du tout. Il était pas fou du tout. Hein. Merci, Zaza. Merci à toi pour ton follow. Non, il était pas fou, le gars. Hein. Il était loin d'être con. Hein. Non. C'est une lutte de pouvoir. Par contre, après, il était... Mais en même temps, il y a un truc qui est très problématique et qu'on retrouve... Non, par exemple... Mais, par exemple, comprendre la culture gréco-romaine, aujourd'hui, il y a des choses on a hérité de cette culture gréco-romaine. Donc, bon, il y a des simplicités pour nous, c'est assez cool. Mais, globalement, l'univers... les différentes cultures antiques et l'univers globalement, le quotidien antique, nous, on aurait du mal à l'imaginer. En gros, les personnes qui peuvent vraiment s'en rapprocher sont celles qui ont la religion dans le quotidien en permanence. Et notamment, comme exemple, j'aurais les hindous. Parce que les hindous, la religion fait tellement partie intégrante de tout leur système de vie économique, politique et social qu'en gros, ils peuvent pas faire autrement qu'avec les divinités. Et nous, ça, on comprend pas. Même les personnes qui sont croyantes, comme on est dans des sociétés laïques, aujourd'hui, eh bien, on est complètement sorti de ça. Jusqu'au Moyen-Âge, on était dans des configurations de société où la religion était au centre de tout. Vraiment... Voilà, et sans déconner, l'économie, le politique, tout, quoi. Tout élément était autour de... Enfin, Dieu était dedans, quoi, concrètement. Et ça a changé à la Renaissance. Dieu a été grand remplacé par l'homme, quoi. C'est clairement, voilà, il y a eu un changement de configuration et de sensibilité. C'est l'être humain qui est devenu au centre de tout, alors qu'avant, c'était Dieu. Et nous, on peut pas comprendre ça aujourd'hui. Donc c'est compliqué pour nous de... Bien le bonjour, ici ça doit faire au moins 5 minutes que je suis absorbée par votre voix, la manière de parler et de capter l'attention, d'autant plus que je ne suis que friand en histoire. Ah bah bienvenue. Au moins ça me rassure parce que ça va, j'ai pas trop dit de conneries, de blagues bizarres. Merci en tout cas et bienvenue. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte ça, que pour nous, à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment comprendre... pour nous, c'est un effort incroyable de nous mettre à la place des gens de l'Antiquité. Parce qu'on n'est plus du tout dans la même configuration. C'est fini, quoi. Ouais, au temps de la Grèce antique, Dieu Jupiter était vraiment en tout. Oh, putain. C'est horrible, ta blague. Mais oui, Jupiter était dans toutes les femmes, et tous les enfants, et tous les animaux de la Terre. Mais complètement. Oui, parce que Jupiter, oulala, t'inquiète. Jupiter, tout ce qui est vivant... Voilà, je ne vais pas finir cette phrase, t'as tout compris. Donc, voilà. Non mais complètement, mais on a du mal à imaginer à quel point le fait religieux était aussi fort dans le quotidien des gens. Il s'est pas fait un arbre ou deux aussi, ouais, sans doute. Non, c'est peut-être plus Apollon, hein, parce qu'en fait, Apollon était terriblement amoureux. Donc en gros, il a pourchassé une nana qu'il voulait violer. Et en gros, c'est Daphné. Attends, comment c'est Daphné ? Ah, je sais plus son prénom. Mais en tout cas, il a pourchassé donc une femme qui, en gros, a supplié les dieux de la métamorphoser en arbre. Et donc les dieux ont eu pitié d'elle et l'ont transformée en arbre. Donc lui,
il a essayé de la... Il a réussi à la choper plus ou moins quand elle est devenue un arbre. Non, Daphné, c'est dans Snowbob. Non, je sais plus, attends. Je sais plus c'est quoi le mythe. Et en gros, elle s'est transformée... Bah, elle s'est transformée en laurier. Et c'est pour ça qu'il a de tristesse. Il a vu que l'arbre était... Voilà, que la femme qu'il voulait était devenue un arbre. Donc il a chopé. Et hop, il s'est fait une petite couronne de laurier. Mais je sais plus le nom de la femme qu'il a pourchassée. Alors, attends. Oh, attends. Écoute, Wikipédia, c'est très bien. Apollon. Wikipédia. Dieu de la nature sauvage. Incroyable. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, se faire un arbre, je disais ça pour blaguer. Non, mais... hey, on est chez les Grecs et les Romains ou pas? Hein? Voilà. Non, eux, c'est des fous, hein. Non, mais attention. Mais si, non, mais carrément, t'inquiète, ils y ont pensé. Alors là... Ah non, véridique. Véridique. On a des récits, enfin pas des récits, des témoignages, donc des sortes de... pas des procès-verbaux, mais en gros des témoignages d'hommes politiques et d'artistes qui se sont plaints parce qu'en fait, on parlait des sculptures qui étaient très réalistes. Et bien, tu avais certaines sculptures qui étaient dans les temples, notamment les sculptures les statues de Vénus et autres. On a des cas où il y en a, ils se sont fait plaisir dessus. Voilà. Voilà. Pareil, fais ce que tu veux de cette info-là. Tu peux la sortir dans les dîners de l'ambassadeur. Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Comment elle s'appelle? Un dieu vengeur. Oh, lui aussi, hein. De manière, je suis désolée, hein, mais Apollo, dans le genre tête de con, c'est bien le fils à son père, lui. Hein. Alors. J'aime pas trop Apollon. T'auras compris. Ah non, laurier. Daphné! Daphné! C'était Daphné, tu vois. Et toc! Donc voilà, donc tu as la représentation de Daphné se transforme en arbre, mais chez le Bernin. C'est magnifique. C'est toujours très très beau. Voilà. Entre des Ferrero. Mais tout à fait. Tout à fait. En vrai, la mythologie gréco-romaine, c'est qu'à l'origine de la règle 34. C'est quoi la règle 34? C'est quoi? C'est quoi la règle 34? C'est quoi? Tu vois, c'est Daphné. Hein? Elle s'appelle Daphné. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Thétis et Héphaïstos. Thétis, c'est pour le bouclier, non? Oh putain, arrête de bouger le site. Cette peinture a été localisée au centre d'un édicule qui avait des colonnes en métal, enfin qui a été... salut, bienvenue. Bon, la règle 34 de l'internet, comment dire? En fait, ah oui, d'accord. Oui, ok. Non, je me rappelais pas que ça s'appelait la règle 34. D'accord. Ok. Non, mais je me rappelais pas que c'était la règle 34. Très bien. Alors, donc ça représente l'épisode du mythe où Héphaïstos présente Thétis avec le bouclier qui a été fait pour son fils Achille. Donc Thétis est assis sur un trône, il regarde son propre reflet dans le bouclier. Voilà, et puis on a fini. Tant pis, et puis sa tête. Elle a l'air trop saoulée, non mais il passe du temps à regarder dans son bouclier, là, il me saoule. Hop, qu'est-ce qu'on a là-bas? Néré sur une... Ah, une cipanthère, c'est pas une... Enfin, c'est pas... Ouais, c'est un monstre.
très joli. Hein. Là, tu vois, pareil, t'as le détail, le travail du corps et tout. C'est très très beau. On a les trois grâces en mosaïque. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? D'accord, donc là en gros, ils nous parlent du décor global. Donc les trois grâces sont les filles de Zeus. Hein. Donc là, c'est le travail de la mosaïque, hein, donc des petits morceaux de... Alors ça peut être de la verroterie, ça peut être de la pierre, ça peut être plusieurs choses pour faire de la mosaïque, hein, ça dépend. Mais en tout cas, c'était un art très apprécié dans le monde gréco-romain. Attends, j'aimerais bien voir le plan. Parce que ça sera plus simple pour se déplacer. Donc là, on a fait tous les héros. Qu'est-ce qu'on a ici? Achille et Briséis. Donc là, c'est plutôt les héros. Ce sont les filles de Zeus, entre autres, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Donc la représentation... Alors, par contre, la représentation des héros, en général, sont très très proches des dieux, dans le sens où ils vont être représentés dans des scènes précises de leur propre mythe ou leur propre histoire. Et en général, l'idée, c'est que toujours, tu dois pouvoir identifier rapidement le motif. Donc Achille est l'un des héros les plus représentés. Et donc Briséis a été... En gros, Briséis a été... Alors, c'est tout un pataquès parce que bon, c'est des scènes de la guerre de Troie. Donc l'origine de la guerre de Troie, c'est Hélène hein, de Troie qui part avec... Comment il s'appelle? Ah! Son mari, c'était Agamemnon, mais elle est partie avec Paris, voilà. Paris qui a gagné donc l'amour d'Hélène grâce à la déesse Vénus. Et en gros, la pomme de la discorde, tout ça, tout à fait, c'est la pomme de la discorde. Donc en gros, 3 déesses ont voulu être élues Miss Beauté 2000. Et en gros, en gros, aucun dieu voulait en gros se dire non, ok, t'es la plus belle machin. Donc en gros, l'idée c'était de demander à un mortel d'élire la plus belle des déesses parmi les 3. Donc on avait Athéna, on avait Héra et Vénus. Et donc chacune a offert un truc. Athéna offrait la victoire militaire, enfin la victoire sur les batailles. Et Héra, je sais plus ce qu'elle offrait. Bon, évidemment, c'était pas intéressant. Et Vénus offrait l'amour de la plus belle femme du monde, qui était alors Hélène de Troie. Donc, lui, il choisit Hélène de Troie, tu vois. Voilà, il est très pragmatique comme garçon. Et du coup, donc fameuse pomme de la discorde, parce que pour élire la plus belle déesse, il fallait lui remettre une pomme d'or. Donc voilà, donc Hélène part, Agamemnon est vénère, et donc hop, déclenchement d'une guerre. Et parmi les héros, on a Achille et Briséis, je sais plus si c'était la... Non, c'était pas la fille, mais c'était une membre de la famille. C'était quand même une membre de la famille royale, quand même, Briséis. Et elle a été... l'idée étant en fait de... Enfin, Achille... Enfin, c'est un peu le bordel, cette histoire. Enfin, si je me rappelle bien... Achille a capturé Briséis. Enfin, c'est encore plus foutu la merde. Enfin, c'est... Je sais plus trop, attends. Briséis. Alors, c'est reine de la ville de Lyrnessos qui a tué elle sera prise à Achille par Agamemnon. Donc, en gros, ils vont se la capturer l'un l'autre. Alors, la légende. Donc, un oracle d'Apollon délivré par le divin Calchas a forcé Agamemnon, sous l'insistance d'Achille, à renoncer à sa captivité Chryséis. Pour se dédommager et affirmer sa souveraineté, Agamemnon envoie ses 2 héros. Donc héros, écrit comme ça, ce sont des messagers.
Et en gros, ces héros devaient enlever Briseis à Achille. D'accord, donc en gros, Briseis était visiblement là. Ouais, en gros, c'était le butin de guerre de Achille. Et Agamemnon fait aller choper le butin de guerre à Achille. Donc en gros, il y a un vol d'otages, visiblement. Et ce qui va amener donc à... Ah oui, mais c'est la base qui va amener la mort de Patrocle. Du coup, voilà. Achille, donc, est vénère. Il n'est pas content parce qu'on lui a piqué Briseis. Et du coup, il veut pas aller se battre. Il boude. Je crois que c'est d'ailleurs Jupiter, il fait en gros, lâche l'affaire, c'est pas grave, on s'en fout. Il boude, il veut pas aller se battre. Du coup, ce qui se passe, c'est que son ami et amant, là, faut être clair, Patrocle va prendre l'armure d'Achille pour se battre. Et bien, il se fait avoir parce que c'est pas un grand guerrier comme Achille. Et surtout, Achille comme le fameux talon d'Achille. Achille, il n'est pas immortel, mais il a une sorte de super protection parce que sa mère l'a plongé, elle lui a donné un bain dans le Styx, je crois. En gros, dans un fleuve sacré qui fait que il est... Ouais, en gros, aucune lame ne peut le traverser, quoi. Il a une super armure naturelle. Sauf que, du coup, pour pas que le bébé se barre, elle le tenait par le talon. Donc, la seule zone où il n'y avait pas de protection, c'est le talon. Et du coup, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va périr. C'est parce qu'on va lui couper le talon d'Achille. Donc, quand vous entendez talon d'Achille, c'est par rapport à tout ça. Hop là. Talon, il y a des bas. Et oui. Bof, pas très joli cette scène-là. On va aller là-bas, tiens. Là-bas, je vais aller là-bas. Bottles. Ah, tu es bien avancé, tu as des bouteilles. Merci pour les explications. Pareil, là, donc tu as... Oui, il a l'air joli. Un vase bleu. Donc c'est un vase en verre. Voilà, il est bleu, mais il est en verre. Hein, t'as compris. Donc c'est une amphore décorée par des reliefs exécutés dans la technique du camé. Donc de nouveau, on retrouve cette technique de sculpture sur plusieurs couches. Et en gros, on l'a trouvé, c'est précis, attention, le 29 décembre 1837. Au niveau d'une petite tombe dans la nécropole, pas très très loin du Vésuve. Hein. Et donc, dans la tombe, on avait... dans l'amphore, on avait du vin, du raisin. Il y avait également... Donc là, c'est pour peut-être la décoration. Donc, on a des masques de Dionysos, des cupidons aussi, donc des petits cupidons, en gros, des petits bébés ailés. On a des roses, etc. Et donc voilà, l'idée étant de mettre en avant la générosité de la nature, et c'est un motif que aimait beaucoup aussi l'empereur Auguste, qui utilisait comme propagande, et qu'en gros il avait mis... donc ce sont des motifs décoratifs qu'il avait mis au niveau des murs de sa maison qu'on appelait l'Arapakis. Non, attends, je dis des conneries. Arapakis, c'est pas une maison, c'est une... C'est le... Ah, mince. Un arc, tu vois, comme l'arc de triomphe, voilà. Donc, c'est l'arc de la paix. Arapakis, l'arc de la paix. L'Arapakis, ouais, voilà. L'hôtel de la paix, pardon. Donc, c'est un monument qui a été fait par Auguste, et donc tu as des représentations, pareil, voilà, de motifs qui sont complètement en lien avec le monde de Dionysos, pour justement mettre en avant cet aspect, les bienfaits de la nature, l'automne, les vendanges, encore une fois, les sucs vitaux, enfin, tout ce qui va amener une population à se régénérer, à se multiplier, et aussi les bienfaits d'un point de vue, la nourriture, tu vois. Enfin, la richesse aussi d'une nation à travers... Enfin, nation, c'est un terme un peu vaste, un peu trop... Voilà, mais le pouvoir de l'empereur qui est capable de tout mettre en œuvre pour que le pays soit très très fertile, en fait. Sur tous les points de vue. Apparemment, sur une traduction, ça pourrait aussi être la cheville. Ah oui, probablement, oui, par rapport à Achille, ouais.
Oh là, il s'est éclaté le truc derrière. Hop. Ah oui, c'est clairement les masques comme ça. Tout ça, c'est des motifs qu'on retrouve effectivement sur donc l'hôtel de la paix. Qui c'est ça? Ah, Concordia Augusta, c'est... Alors, attends. Ces statues, gna gna, situées à l'intérieur d'un bâtiment, donc dans la partie est du forum de Pompéi, que la prêtresse Eumakia a construit, elle a dédié une partie de ça à Concordia. Donc en gros, c'est une prêtresse qui a construit une partie du forum et qui l'a dédié à Concordia et Pietas Augusta. Donc Auguste. Mais c'est qui déjà Concordia? Parce que je sais jamais si c'est la mère ou autre. Ah, c'est la Concorde. Attends. Oui, d'accord, donc c'est la Concorde, c'est bien ça. Ok. D'accord, donc divinité des Romains, donc là spécifiquement une divinité romaine, fille de Jupiter et de Thémis. Donc c'est la déesse de la paix et de l'harmonie. Voilà. C'est juste que... l'empereur Auguste fait également éditer un petit temple des... Voilà, c'est ça. C'est le fameux Concordia Augusta, d'accord. Ok, j'ai complètement oublié ce que c'était. Et donc ça, voilà. Ça, en fait... Mais il s'éclate le truc, hein. Donc cette sculpture, en fait, était dans le petit temple dédié à la déesse Concorde, et donc ce qu'on appelle... vraiment, la Concorde, c'est déesse de l'harmonie et aussi de la paix, donc harmonie, et c'est pour ça aussi qu'elle tient visiblement une corne d'abondance. Harmonie, foisonnement, tout ça. C'est marrant, il y a un côté vachement oriental dans les motifs végétaux là. Sur celui-là? Attends, c'était où déjà? Je sais même plus où c'était. Ah, sur le vase? Ah non, mais il y avait une très très grosse influence de l'Orient sur la culture romaine. En plus, tu avais dans certains cas carrément des colonies romaines présentes sur différents territoires. Vraiment là-dessus, il y a beaucoup de liens et beaucoup d'influences, d'inspiration. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est de se dire que l'Antiquité gréco-romaine, puis le Moyen-Âge, il y a une très grosse admiration pour l'art oriental. Donc il y a eu beaucoup d'influence de cet art dans les productions occidentales. Voilà, représentation caractéristique. Ah bah c'est le Dorifort, carrément. Carrément on a le Dorifort. Hop là. Puis je vais être ban de Twitch parce que je montrais un monsieur tout nu. Non, ça en fait, c'est la représentation du canon par excellence. Quand je dis canon, c'est pas le coup de canon, hein, tu te calmes, bien sûr. Le canon en fait, c'est tout un ensemble de règles qui vont dire ça c'est bien. Là, tu as représenté quelqu'un de la bonne manière. Alors que tu as des productions qui, comme quand elles ne respectent pas le canon, on se dit « Ah, c'est pas beau en fait. Tu respectes pas les règles. » Et le canon le canon via le dorifort. Donc, le dorifort, c'est l'insecte, mais ça veut dire en grec, ça veut dire porteur de lance, quelque chose comme ça. Comme en maths et la formule canonique, tout à fait. Oui, c'est complètement ça. Et dans cette œuvre, en gros, l'idée, c'est de se dire que cette œuvre incarne les proportions parfaites. C'est-à-dire que la tête, tu la retrouves 7 fois dans le corps. Les jambes, c'est la moitié d'un truc. La main, c'est la... Voilà. En gros, l'idée étant de pouvoir calculer facilement comment représenter un corps humain de la manière la plus exacte et idéalisée. Donc la plus parfaite pour eux. Voilà. Et donc, lui, il incarne parfaitement ça, en fait, les conventions. Donc, cette œuvre de Polyclète est vraiment l'incarnation de l'idéal
à la fois l'idéal de beauté masculine et en plus l'idéal dans la représentation des êtres humains. C'est complètement ça. Voilà. Et donc voilà, mais rien que là tu vois bien les deux. Hein, l'homme peut être représenté sans problème nu, la femme, non. La seule femme qui peut être représentée nue, c'est Vénus. Pandore aussi, Pandore peut être représentée nue. Et tu as parfois Artémis, mais c'est pas systématique. Donc on a Eumakia. Ah bah, c'est la fameuse prêtresse là qui a... comment dire, qui a construit une partie du forum à Pompéi et qui a donc donné en hommage une statue représentant la Concorde. Et du coup, ce serait pas, mais c'est pas Livy, ça? C'est elle? Ah oui. Elle s'est représentée, en gros. Attends, c'est normal. Tu sponsorises, tu mets ta photo, quoi. Ouais, c'est pour pareil. Je dois vous laisser, mais je suis contente d'avoir été raidée jusque ici, en tout cas, le stream le plus intéressant sur lequel je suis tombée depuis longtemps. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, à très très bientôt, j'espère. Et merci pour ta présence et pour ta participation, et à bientôt. Des bisous. Merci Raph, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Hop, on est en train de faire une expo virtuelle sur le monde gréco-romain, notamment sur la représentation des dieux, des héros et tout ça. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas... C'est Hercule et Déjanire. Alors, donc la fresque représente le centaure Nessus au moment où, après avoir offert ses services en tant que ferryman, ça se dit ferryman du coup, enfin pour moi c'est le passeur dans l'eau, tu vois. Pas de soucis, je reviendrai à coup sûr, avec plaisir. Donc en gros, à un moment donné, oui, Hercule et Déjanire doivent passer une rivière. Nessus leur dit t'inquiète, je vous fais passer. Sauf que il fait passer Hercule, mais il essaie de se barrer avec la femme d'Hercule. Donc bon, évidemment, Hercule, il aime pas trop, il tue Nessus, et voilà. Et donc là, justement, alors... Ah d'accord, donc ils ont avec eux donc le fils Ilus. D'accord. T'as vu la perspective? Tu vois bien le principe là de... Parce qu'on dit souvent que la perspective a été créée à la Renaissance. Non, pas du tout. Elle a été redécouverte et réassimilée pour justement se différencier de l'art du Moyen-Âge, pour justement faire autrement. Mais même le Moyen-Âge, ils savaient très bien faire de la perspective, c'est juste qu'ils n'avaient pas envie. Enfin, ils n'avaient pas envie et ça ne représentait pas leur manière de créer. Par contre, dans l'Antiquité, on utilisait beaucoup la perspective dite mathématique, si on peut dire mathématique, en gros une perspective dite classique, plutôt classicos, c'est mieux. Et en gros, où tu dis, bon bah voilà, en fonction de l'éloignement, l'objet il est plus petit, et tu peux avoir des scènes un peu comme ça sur le côté, où là tu vois bien cette perspective au niveau des colonnes, ouais, tu vois bien cette vision un petit peu en diagonale comme ça, là. Voilà. C'est quoi ça va? Qu'est-ce que c'est? Ah, des gladiateurs. Alors, donc c'est un bas-relief qui était sur le sarcophage. Voilà, le sarcophage d'un défunt romain, et qui en fait remet des scènes de compétition de gladiateurs. Alors, donc on avait pas mal de scènes. Bon, là, on a scène en 3 registres. On a une procession en haut. On a ensuite, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Des serviteurs, des esclaves, aussi les personnes qui apportent le matériel pour se battre, du genre le bouclier, le casque et tout, aux gladiateurs. Après, on a la compétition dans l'arène.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après, des présentations d'animaux aussi. Hop. On voit pas forcément plus. Ouais, aussi des représentations de combats entre gladiateurs et animaux. Voilà. Hop. Oh, ça m'intéresse là-bas, c'est quoi? Ça a l'air très joli ça, regarde. Oh, c'est super beau, je trouve. J'aime beaucoup, tu vois. Et là, pareil, tu vois bien la perspective dans le sens où... voilà, tu vois là, cette tentative de représenter donc cette femme qui est assise au milieu de peut-être d'un petit kiosque ou autre et qui semble attendre. J'aime beaucoup son son état d'attente, tu vois, c'est très joli. J'aime bien. Mais comme quoi, tu vois, dans l'art gréco-romain, tu représentes de tout, c'est-à-dire que tu représentes beaucoup les dieux, tu représentes beaucoup les héros, mais aussi les gens du quotidien. Là-dessus, il n'y a pas de problème à représenter tout ça, quoi. Il n'y a pas vraiment... Ça, c'est des motifs qui viennent des villas. Ah, non, du forum, pardon. C'est, voilà, la vie du forum. Non, le forum étant un lieu très important parce que c'est un lieu où on se retrouve, c'est un lieu public et qui est vraiment là-dessus. Est-ce qu'ils nous mettent des infos ici? Enfin voilà, donc en gros, c'est là où il va se faire beaucoup de choses. On va se retrouver, il y a des commerces, il y a c'est une sorte de carrefour, hein, comme aujourd'hui tu aurais, je sais pas, la place du marché, tu vois, dans le même genre. Alors, mais plus que ça, tu vois, c'est des points de rencontre aussi pour les débats politiques, parce que tout le monde n'allait pas forcément dans certains bâtiments qui n'accueillaient pas forcément tout le peuple, en fait. Il y avait des personnes qui n'avaient pas le statut social pour aller dans ces lieux-là. Donc là, tu pouvais discuter de la chose politique facilement dehors. Ah, dans l'ancienne cité romaine, donc le forum était le square, un square, dans lequel donc, il y avait pas mal de constructions. C'est le point c'est le point central entre les éléments, tout ce qui concerne la chose publique et la chose religieuse. C'est aussi le marché, une place de rencontre et de négociation pour les habitants et le peuple qui vivent autour. En général, c'est entouré de ce qu'on appelle un portique. Donc soit ça peut être une simple porte, soit ça peut être un enchaînement en fait de colonnes qui aura une sorte de petit toit au-dessus, quoi. Donc on aura souvent ça. Donc quelque chose qui va sublimer le lieu. Encore une fois, qui est un repère visuel. Il y a un portique, donc là c'est le forum. Donc c'est la place du marché, quoi. Voilà, on se dit que c'est là-bas. Oui, parce qu'en plus, l'intérêt des aimants d'un petit plafond, donc c'est ce qu'ils disent là, c'est que quand il flotte, t'es bien content d'avoir un abri parce qu'il fait pas toujours hyper beau, hein. Parfois on a de la pluie, hein. Et même contre le soleil, parce que va faire tes courses quand il fait un cagnard, le forum, tu peux être à l'ombre en partie. Faut penser à tout ça, hein. Donc ouais, il parle de la vie qui était présente, hein, sur cette place, avec les motifs. Donc on a quoi comme... Là-bas, ça a l'air joli. Attends, on va aller voir là-bas. Ah, c'est ça que je voulais voir. Bon, il n'y a pas de truc dessus, c'est pas grave. Les 7 sages. Après les 7 nains, les 7 sages. Donc les techniques de mosaïque avec des petites pierres. Donc ça représente comment dire, pas des universitaires, des intellectuels, tu vois. Ça représente des intellectuels qui vivaient au 7e, 6e siècle avant notre ère et qui étaient en gros, qui faisaient partie du dialogue qui a été listé par Platon dans son dialogue. Donc on a Thalès,
Solon, Cléobolus, Pittacus, Periandre. Je me demande si Pittacus c'est pas Pythagore, mais je suis pas sûre. Donc en gros c'est une scène qui montre voilà, tous ces grands noms qui doivent se dire des choses forcément très intéressantes. On y croit tous. mais si, forcément. Voilà. Ça se trouve, ils sont en train de dire ah, dis donc, t'as vu hier. Pardon, je sais pas comment ça va faire. Ça va être terrible sinon. Mais ça suffit. Qu'est-ce qu'on a là ça, si, ça doit être dans Pittacus. Si, ça se trouve, c'est Pythagore. Hein. Putain, je sais pas. Non, c'est Pittacos. D'accord, autant pour moi. Je connaissais pas. Donc, Pittacos. Voilà. D'accord, donc il faisait partie de ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé les 7 sages, tout à fait. Ok, bon bah. Ah, c'est beau. Oh, il a accordé, là c'est beau hein, ce que je vais vous lire. Il a accordé la liberté à l'assassin de son fils en disant que le pardon vaut mieux que le repentir. Ça, c'est un beau gosse. Et après, il lui a pété la gueule derrière. Non, mais c'est beau. Franchement, c'est beau. Ah oui, non, c'est un peu flou. Ah non, c'est bon. Donc tu vois, le vérisme à la romaine, tu vois, c'est ça par exemple, le fait d'accentuer des traits. Donc ce monsieur qui probablement peut-être était chauve à ce moment-là, mais ils ont accentué le truc. Et ça, chez les Romains, c'est important de mettre en avant cette capacité à s'exagérer les traits, parce que ces traits vont mettre en avant des valeurs morales. Peut-être que lui, en mettant en avant le fait qu'il était hyper chauve, mais regarde à quel point son cerveau était grand et intelligent. Voilà. Pareil, le gars qui a des grandes oreilles, c'est parce qu'il t'écoute. Et du coup, quelqu'un qui a un peu les oreilles décollées, lui, il serait du genre, vas-y, décolle-la à fond. Vas-y, représente-moi avec les oreilles de Dumbo, vas-y, j'ai pas peur. Parce que je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Donc voilà, si je devais résumer le vérisme, c'est de cette manière qu'il faudrait le faire. Donc une exagération des traits de la réalité pour montrer des valeurs et en gros les principes de la personne et ses valeurs morales. Crowwood ? C'est quoi ça ? Hop. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a de beau ? On s'en fout de Charles de Bourbon. Et là-bas ? Épicure. Épicure ou la luxure. Alors l'épicure, 3 fois par jour, et puis la luxure, pardon, si t'as la ref. Clique sur plus 1. Voilà. Bon, on a fait l'ensemble des salles, hein, donc j'ai pas fait toutes les œuvres parce que sinon on finira demain. Mais globalement, c'est sympa là, le portique et tout. Ah là, les trucs des gladiateurs, fais voir. Incroyable. Un casque de Mirmillon. Il est joli. C'est pas comme tout. Donc une expo qui est jolie en soi, c'est juste que techniquement ça c'est très chiant le fait que faut toujours appuyer sur le truc. Donc c'est une exposition qui est bien jolie, qui montre peut-être un niveau explication qui est un peu trop pointu sur certains concepts, mais globalement on a des belles œuvres, on a des belles sculptures, des beaux motifs, vraiment c'est des photos de belle qualité qui permettent de bien voir les œuvres. Donc je suis assez contente de cette expo. Hein. Voilà. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est le fait que ça tourne tout le temps. Là, c'est juste ça qui est un petit peu galère. Mais globalement, c'est que vraiment, ça vous permet, vous, de voir des œuvres de la Rome antique. Ah ben là, on le voit bien, le tierce, là. Voilà, tu vois, ce bâton avec la pomme de pin. Voilà, ça, c'est complètement le motif de Dionysos. Voilà. Et est-ce que ce sont des masques funéraires, ça ? Ah, c'est des masques tragiques. Ah, j'adore. C'est trop drôle, t'as l'impression de voir un masque japonais. Enfin, j'aime beaucoup les masques de théâtre, je trouve qu'ils sont hyper expressifs, c'est très très sympa. Voilà. Attends, je reviens comme ça parce que c'est... Et puis je vais fermer surtout la fenêtre parce que moi, que ça tourne, ça me gave. Je vais vous mettre juste la... Attends. Je vais mettre le lien vers l'expo. Si vous voulez la faire. Touc. Et je la remettrai... donc quand
je poste les replays sur YouTube, vous aurez de nouveau accès à ce site-là. Du coup, je fais juste un salut YouTube. On se dit à une prochaine pour une prochaine expo.